Nous sommes en juillet 2001 à Broadster dans le Kent en Angleterre. Louise Carton est une jeune femme de 24 ans, sa mère se nomme Kate, son père Phil et elle a 3 sœurs et un frère. Elle est décrite par ses proches comme une jeune femme très confiante et un peu naïve. Louise est étudiante, c'est une étudiante infirmière. Elle a d'ailleurs passé récemment ses examens infirmiers, mais a malheureusement échoué. Elle vit avec son fiancé, Peter Simon, 28 ans, qui est soignant. Peter et Louise se sont rencontrés à une patinoire en 1995 en Grande-Bretagne. Louise avait alors 16 ans et ils ont annoncé leur fiançailles peu de temps après. En juillet 2001, le couple se rend en Allemagne pour rendre visite à la famille de Peter. En effet, Peter a des origines allemandes et sa famille réside dans le village de Strausfield en Allemagne. Et ce séjour doit durer 5 semaines. Il me semble que Louise rencontre pour la première fois les membres de la famille de son fiancé. Elle est alors très excitée par cette première rencontre. Le jeudi 21 juin 2001, Louise et Peter se rendent alors en Allemagne. Ils arrivent donc sans souci chez la famille de Peter, puis le séjour passe, les 5 semaines défilent. Je n'ai pas trop d'informations sur comment s'est déroulé le séjour, mais nous allons en savoir un peu plus après. 5 semaines passent, il est temps pour eux de rentrer en Angleterre, mais Peter rentre seul, sans Louise, car en réalité, leur séjour doit prendre fin 2 jours plus tard, le 30 juillet, et nous sommes ici le 28 juillet 2001. Les raisons pour lesquelles Peter rentre sont assez floues, les versions sont différentes dans plusieurs articles. Dans un article, il est dit qu'il doit rentrer pour son travail, et dans un autre article, Peter doit rentrer en Angleterre pour accepter une livraison. Il attend un colis qu'il doit absolument réceptionner. Normalement, il s'agit de matériel pour rénover leur appartement. En tout cas, Peter rentre en Angleterre et Louise reste ses 2 derniers jours restants en Allemagne, seule chez sa belle famille. Le 30 juillet 2001, c'est maintenant au tour de Louise de rentrer. Il est temps pour elle de dire au revoir à sa belle famille. Pour cela, pour repartir au Royaume-Uni, elle doit d'abord prendre un train à la gare d'Aix-la-Chapelle en Allemagne vers Ostende en Belgique. Une fois en Belgique, elle doit embarquer sur un ferry pour Douvres au Royaume-Uni. Malheureusement, Louise Carton n'arrivera jamais chez elle. Le 30 juillet 2001, au soir, Peter attend sa fiancée à Douvres pour la récupérer. Il attend le ferry, mais Louise n'arrive pas. Le temps passe et il s'inquiète de ne pas la voir arriver. Il décide alors d'appeler les parents de Louise, Kate et Phil. Selon le témoignage de ses parents, Peter semblait hystérique. Il disait que Louise n'était pas là, qu'elle n'était toujours pas arrivée, il était très inquiet. Les parents de Louise étaient eux aussi inquiets, mais ils essayaient de relativiser. Ils se disaient que peut-être elle avait raté tout simplement son ferry et qu'elle n'a pas de moyens pour les joindre et les avertir. Durant les 5 jours suivants, Peter retournera à Douvres, attendra et surveillera les prochains ferries, mais Louise ne sera dans aucun bateau. La police a alors fini par être contactée, une enquête a débuté et Louise a été officiellement portée disparue. Plusieurs enquêtes ont été ouvertes pour la disparition de Louise Carton. Une enquête ouverte au Royaume-Uni, là où elle vivait, une en Allemagne, là où elle a séjourné, et une en Belgique, car c'est en Belgique, à Douvres, où elle devait prendre son ferry pour entrer. Au final, Louise Carton aurait pu disparaître n'importe où. À la gare en Allemagne, ou dans le train, une fois en Belgique, ou peut-être dans le ferry. Et vous verrez qu'énormément d'hypothèses sont possibles. Que s'est-il alors passé lors de l'enquête pour retrouver Louise Carton et tenter de comprendre ce qui lui est arrivé? Nous allons essayer de voir ça tout de suite et d'étudier presque toutes les pistes. Par contre, petit disclaimer, toutes les pistes que je vais vous apporter ne seront pas citées dans l'ordre, par date chronologique des faits. Ça ne sera pas évident, il y a tellement d'éléments, de suppositions, de contre-éléments, vous verrez. Alors restez attentifs car il y a beaucoup d'hypothèses sur cette affaire. En premier lieu, les enquêteurs se sont dit que peut-être Louise avait bien pris son train, mais qu'elle s'était trompée de desserte une fois en Belgique. Elle devait descendre à Ostende,
mais ils se sont dit qu'elle aurait pu se tromper d'arrêt et descendre à Verviers, à Liège, à Louvain, dans une des gares bruxelloises, à Gand ou encore à Bruges. De là, Louise aurait pu se perdre, ou bien se blesser quelque part, ou même se faire agresser. Les hôpitaux de la Belgique ont alors été contactés, au cas où une personne inconsciente ou blessée aurait été retrouvée, mais cela n'a rien donné de concluant. Il n'y avait aucune personne du nom de Louise Kerton dans les hôpitaux. Les policiers se sont alors dit qu'elle a pu se faire agresser, qu'elle a pu croiser la route d'une personne mal intentionnée. Selon eux, elle aurait pu croiser le chemin du tueur en série Michel Fourniret. Michel Fourniret, surnommé l'ogre des Ardennes, est un tueur en série belge qui a sévi en France et en Belgique. Il est actuellement impliqué dans la disparition et le meurtre de la jeune Estelle Mouzin. Il a été emprisonné à perpétuité pour le viol et le meurtre de 9 filles entre 1987 et 2001. Il est même soupçonné d'en avoir tué plus. Il a alors fait l'objet d'une enquête dans la disparition de Louise Kerton, mais il n'a jamais été inculpé parce qu'on n'a trouvé aucun élément contre lui pour l'impliquer dans cette affaire. Voilà l'une des premières théories des enquêteurs où Louise serait bien montée dans le train, elle serait arrivée en Belgique et que les éléments que je viens de vous citer auraient pu empêcher Louise de prendre son ferry pour rentrer chez elle. Cependant, attention, cette théorie fut basculée par la suite par des témoignages. Des témoignages disant avoir vu Louise vivante en Allemagne. Louise aurait apparemment été vue 4 fois entre le 8 et le 11 août 2001, soit quelques jours après sa disparition du 30 juillet. Le mercredi 8, elle aurait été vue faire des achats dans un hôtel 4 étoiles, puis quelques jours plus tard, elle aurait été vue avec un Polonais au Café Plateforme. Le Café Plateforme est une sorte de soupe populaire comme on a ici en France, où les sans-abri, les personnes démunies, peuvent recevoir de la nourriture. Eddie Gambache, le directeur de Café Plateforme, a confirmé qu'il avait vu Louise Kerton le 10 août à 17h30. Il affirme qu'elle aurait changé sa coupe de cheveux et que c'était d'ailleurs un changement radical. Il a dit, je cite, « Je suis certain à 95% que c'était elle. Je me suis même souvenu du léger bouton au bout de son nez. Elle était avec un Polonais aux cheveux courts de 23 ans qui fait partie d'une communauté de Polonais sans emploi. Dans la même conversation, elle a dit qu'elle voulait retourner en Angleterre et qu'elle cherchait du travail à Aix-la-Chapelle. Plus tard, elle aurait été aussi vue acheter de la nourriture d'une station-service. C'est vraiment très étrange. Pourquoi serait-elle restée en Allemagne avec des sans-abri? Pourquoi aurait-elle changé sa coupe de cheveux? Et pourquoi dire vouloir retourner au Royaume-Uni, mais vouloir un travail à Aix-la-Chapelle en Allemagne? Ça n'a pas trop de sens. Après, je ne sais pas si ces témoignages doivent être vraiment considérés comme sérieux. Rien ne nous confirme, nous prouve que ce soit vraiment elle qu'ils aient vue, mais un autre témoignage dira aussi que Louise est bien vivante, mais cette personne ajoutera avoir vu Louise déprimée. Alors, est-ce que Louise aurait pu disparaître, s'éloigner d'elle-même parce qu'elle était dans une mauvaise période ? Eh bien, selon ses proches, il est vrai que Louise se sentait un peu déprimée. Elle était notamment déprimée car elle avait échoué à ses examens infirmiers, comme je vous le disais en début de vidéo. Et aussi, il semblerait qu'elle avait des problèmes avec son petit ami. On n'a aucune information sur la nature de ces problèmes, mais j'ai lu que Louise évoquait le fait de rompre avec Peter. Suite à ces témoignages, ses proches étaient malgré tout un peu rassurés. Cela voulait dire en fait que Louise était vivante, qu'elle n'était pas en danger. Elle n'a pas été enlevée ni agressée. Ses proches ont alors décidé de placarder des affiches publicitaires dans la ville en 3 langues différentes pour interpeller Louise. Son visage a donc été placardé partout dans la ville pour tenter de la retrouver. Ils ont aussi décidé de parcourir les différents repères de sans-abri en tentant de tomber sur elle. Ils tentaient aussi de recueillir des témoignages de personnes qu'ils croisaient dans la rue, en espérant recueillir des informations si quelqu'un l'a vue, l'a croisée ou bien lui a parlé. Malheureusement, cela n'a pas abouti. Louise n'a pas été vue, elle n'a pas été retrouvée.
Voilà pour l'hypothèse où Louise serait vivante et qu'elle aurait fui d'elle-même. Maintenant, je vais vous parler de l'élément le plus suspect pour moi. Il s'agit de la famille Simon, la famille donc de Peter, la belle famille de Louise. La belle-mère de Louise, Ramana Simon, fut interrogée par les enquêteurs. Car je ne voulais pas encore préciser, mais ce serait elle qui aurait conduit Louise à la gare d'Aix-la-Chapelle pour qu'elle puisse prendre son train. Ce serait donc elle qui aurait vu Louise vivante pour la dernière fois. Dans le témoignage de Ramana Simon, elle précise ne pas avoir vu Louise monter dans le train. En effet, elle dit qu'elle serait partie bien avant. Elle se serait en fait quittée dans le hall de la gare, donc Ramana n'aurait pas accompagné Louise sur le quai. Mais après avoir essayé d'obtenir des témoignages à la gare, après avoir fait appel au personnel du train et à tous les passagers qui auraient voyagé dans le train avec Louise le jour de sa disparition, personne n'a vu Louise, personne ne peut confirmer qu'elle est bien montée dans le train d'Aix-la-Chapelle à 12h04. Aussi, la gare ne possède pas de vidéo de surveillance, donc de nouveau, on ne peut confirmer qu'elle ait bien pris le train. Mais là où je veux vraiment en venir, c'est que les enquêteurs doutent même que Louise ait vraiment mis les pieds à la gare d'Aix-la-Chapelle ce jour-là. On n'a aucune preuve que Louise était présente à la gare. Sa belle-mère l'aurait-elle donc vraiment conduite à la gare comme elle le prétend? Pourtant, après l'avoir réinterrogée à nouveau, celle-ci confirme l'avoir bien déposée le 30 juillet au matin à la gare d'Aix-la-Chapelle et selon elle, Louise allait bien. Elle était en bonne santé et elle semblait de bonne humeur. Élément qu'il faut maintenant que je vous signale à ce stade de l'enquête, c'est que les parents de Louise n'ont pas eu de nouvelles de leur fille depuis le 20 juillet. La dernière lettre qu'ils ont reçue date du 20 juillet 2001 et elle n'a pas donné de nouvelles à ses parents entre le 20 et le 30, qui est le jour de son départ. On a donc un espace-temps de 10 jours où ses proches n'ont eu aucun signe de vie de Louise. Et la dernière lettre qu'ils ont reçue était selon eux troublante. C'était une lettre assez courte où Louise disait « Je vais bien, je passe un bon moment en Allemagne, il fait beau, ne vous inquiétez pas pour moi ». Eh bien selon eux, Louise aurait été forcée d'écrire cette lettre. Ça reste une théorie, c'est ce qu'ils pensent, rien n'est sûr, mais voilà, je vous le dis quand même. En fait, c'était étrange pour eux car Louise écrivait généralement longuement, elle remplissait même les marges. Et cette lettre était courte et elle était très bien écrite alors que Louise est dyslexique. Voilà, c'est ce que les parents de Louise ont pensé en lisant la lettre. Pour reprendre et continuer sur la famille Simon, il y a 2-3 choses étranges qu'il faut aussi savoir. Tout d'abord, d'après ce que j'ai lu, la famille Simon ne coopérait pas trop avec les enquêteurs. La famille refusait d'ouvrir leurs portes, ils refusaient de répondre aux questions et ils refusaient de laisser les autorités allemandes fouiller leur maison et leur terrain. Ramana Simon aurait aussi refusé de rencontrer les parents de Louise pour discuter de sa disparition, ce que je trouve vraiment triste mais surtout très étrange. Et elle aurait même raconté des versions différentes, que ce soit aux policiers, à la presse ou à des voisins. Selon moi, ce sont des attitudes très suspectes, car les membres de la famille Simon sont des témoins clés dans cette affaire. Ce sont chez eux que Louise a séjourné dernièrement, mais malheureusement l'enquête allemande n'a pas été très efficace. La police allemande n'avait pas l'air très impliquée. D'ailleurs, en 2011, elle a fermé le dossier d'enquête de Louise Kerton. Selon eux, c'était plus une disparition volontaire qu'un meurtre. D'ailleurs, ils n'ont jamais considéré l'enquête comme une enquête criminelle, et cela en raison du nombre de personnes signalant avoir vu Louise en Allemagne. Selon eux, elle aurait disparu d'elle-même, et comme c'était une adulte, ce n'était pas très grave, elle avait le droit de disparaître. De ce fait, les enquêteurs allemands ont alors très peu interrogé la famille Simon, voire pas du tout interrogé certains membres. Par exemple, un membre qui aurait dû être interrogé mais qui ne l'a pas été est le frère aîné de Peter Simon, Michael Simon. Michael Simon souffre de schizophrénie et 8 ans plus tôt, en 1993, il a été acquitté du meurtre d'une femme de 79 ans qu'il aurait tuée avec une bouteille de champagne dans le Kent. C'est un élément grave
Pourtant, il n'a jamais été interrogé dans l'affaire de Louise. Aussi, j'ai lu qu'il est possible que Louise eut une relation tendue avec sa belle-famille. Alors voilà, je ne sais pas où tous ces éléments peuvent vraiment nous mener, mais ça fait beaucoup quand même contre la famille Simon. Mais eux assurent avoir pris soin de Louise lors de ce séjour. Ils assurent l'avoir bien laissée à la gare d'Aix-la-Chapelle le 30 juillet 2001. À propos de son fiancé Peter Simon, il peut aussi être un suspect dans cette affaire. Car le jour de la disparition de sa fiancée, au soir où elle n'était pas dans le ferry, il a appelé les parents de Louise et apparemment, comme je vous le disais dans cet appel, il aurait été tout hystérique. Et pour les parents de Louise, c'était une réaction excessive qu'ils ne comprenaient pas, comme si qu'il en faisait trop, même si voilà, je peux comprendre Peter, ça fait peur, sa femme n'est pas là, il fait noir, elle est seule, elle n'est pas dans le ferry. On peut s'imaginer alors plusieurs scénarios, mais ses parents étaient eux aussi inquiets, mais ils essayaient de rationaliser en disant que peut-être elle avait simplement raté son ferry et qu'elle ne peut peut-être pas les contacter pour les avertir de ce fait. Et le même jour de la disparition de Louise, Peter aurait choisi cette journée-là pour annoncer qu'elle l'avait trompé. Elle l'aurait trompé lors de ce séjour. Et je trouve ça étrange d'annoncer ce fait le jour de la disparition de sa fiancée, mais bon. Et attention, écoutez bien, quelques jours plus tard, après le drame, Peter a téléphoné aux parents de Louise en disant qu'il avait eu une vision. Dans cette vision, Peter aurait vu le corps de Louise dans le port d'Ostende. Et il a ajouté que la police devait aller y fouiller. Là, c'est quand même vraiment très étrange. Les parents de Louise ont alors commencé à devenir très méfiants de Peter, mais aussi de sa famille, qui eux étaient, comme vous le savez, vraiment nonchalants et pas du tout coopératifs. Et du coup, je ne sais même pas, je ne pense pas, d'ailleurs je ne l'ai pas vu dans aucun article, mais je ne pense pas que le port d'Ostende a été fouillé. D'autres théories ont aussi été explorées, il y en a eu en fait énormément. Louise qui se fait agresser et enlever à la gare, Louise qui a été attirée dans une secte, Louise qui a pu rencontrer un garçon en Belgique, Louise qui se promène en Belgique et qui disparaît, Louise qui aurait pu disparaître d'elle-même pour fuir la famille Simon, pour fuir le mariage avec Peter, Louise qui discute avec quelqu'un dans le train et qui la persuade de le suivre, etc. Il y a eu vraiment beaucoup d'hypothèses qui ont été étudiées et dernièrement, en juin 2020, un suspect a été arrêté dans l'affaire Maddie McCann, Christian Bruckner, un délinquant sexuel allemand. Eh bien, le père de Louise souhaite que la police interroge ce suspect concernant la disparition de sa fille. En effet, il serait possible qu'il ait croisé le chemin de Louise en Allemagne et qu'il l'aurait enlevée et agressée. En tout cas, c'est en cours. Je n'ai pas plus d'éléments à ce sujet. À ce jour, Louise Carton n'a plus jamais été revue. Personne ne sait où elle est ni ce qui lui est arrivé. Malheureusement, la mère de Louise, Kate Carton, est décédée d'un cancer de l'estomac en 2010. Elle est décédée sans savoir ce qui arrivait à sa fille. Son père, Phil Carton, serait aujourd'hui lui âgé de 75 ans et il continue à se battre pour apprendre la vérité. Lors de l'enquête, il a d'ailleurs de son côté engagé 2 détectives privés pour un coût de près de 30 000 livres sterling. À ce jour, il a gardé le même numéro de téléphone portable au cas où sa fille l'appellerait, lui téléphonerait. 19 ans plus tard, il a toujours espoir de retrouver sa fille et de savoir ce qu'il s'est passé. Et il est certain que Louise n'aurait pas disparu d'elle-même. Il refuse de croire que sa fille aurait disparu intentionnellement. Car 1 an avant la disparition de Louise, une amie à elle, Lucy Blackman, qui ont été ensemble à l'école, a elle aussi disparu mais à Tokyo. Malheureusement, Lucy fut kidnappée et assassinée. Si vous souhaitez suivre cette affaire, il y a des youtubeurs français qui l'évoquent. N'hésitez pas à aller voir si vous ne la connaissez pas. En tout cas, l'amie de Louise a disparu 1 an plus tôt et Louise a donc vu les effets de la perte d'un enfant sur les parents. Elle a vu que c'était dur, elle a été aux funérailles de cette amie et elle savait ce que c'était le fait de perdre un enfant. Ainsi, le père de Louise est convaincu qu'elle n'aurait jamais fait subir ça. Il est aussi certain que sa fille serait restée en contact avec ses proches, qu'elle aurait donné des nouvelles. Aujourd'hui, il a alors accepté le fait
qu'elle ne soit plus en vie. Il dit que c'est plus réconfortant de la considérer comme décédée que de se dire qu'elle doit se faire torturer quelque part. C'est tellement dur. Cette affaire est tellement frustrante, nous ne sommes déjà même pas en mesure de déterminer exactement où elle a disparu. Est-elle montée dans le train? A-t-elle déjà été vraiment à la gare? A-t-elle disparu en Belgique? A-t-elle vraiment été vue avec des sans-abri? Est-il possible que sa belle famille soit impliquée? Concernant Peter et sa famille, ils ne sont plus en contact avec les proches de Louise. Personnellement, la famille Simon, je les trouve vraiment louches. Pour moi, c'est la théorie la plus probable, qu'il soit arrivé quelque chose avec sa belle famille lors de ce séjour. Peter a vraiment une attitude étrange, et sa famille qui ne coopère pas et qui donne des versions différentes, c'est tout aussi louche. Je vais vous laisser maintenant sur ces tristes paroles. C'est malheureusement ainsi que se termine cette affaire, et je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo.